Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le parcours libriste de Simona Levy, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique de J sur prestidigitateur ou sorcier, et aussi la chronique à la rencontre du livre de Julie Chaumard sur téléphonie, apprentissage et créativité. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 18 février, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion en podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Magali Garnero. Bonjour Magali. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique Les humeurs de J. J, auteur de blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour J. Bonjour. Et salut à toi, public de Libre à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu d'air et de te raconter une petite histoire, une fiction, sans aucun rapport avec le monde réel. Notre histoire se passe dans un étrange pays lointain. Un pays qui, depuis de nombreuses années, est cerné par un gigantesque incendie. Alors comment est-ce possible, me diras-tu ? Eh bien, au départ, l'incendie était très loin et beaucoup dans le pays doutaient même de son existence. Maintenant qu'il est juste aux frontières du pays, c'est beaucoup plus compliqué de le nier, mais c'est aussi devenu compliqué de lutter contre, évidemment. Dans ce pays, il y a une jeune femme, une scientifique du nom de Cassandre. C'est un nom qui lui va bien, car elle alerte depuis très longtemps sur le danger mortel que représente cet incendie pour le pays, mais personne ne l'écoute. On lui dit que ce n'est pas si grave, qu'on s'adaptera à un air plus chargé en fumée, qu'on portera des combinaisons inifugées, et puis surtout qu'on trouvera bien un moyen de l'éteindre sans se fatiguer cet incendie. Enfin, que la science trouvera un moyen de l'éteindre. Alors évidemment, Cassandre, ça la rend folle, parce que la science, c'est son boulot, et la science, en fait, elle a déjà résolu le problème. Pour éteindre l'incendie, il faut arrêter de tirer des feux d'artifice en direction de la forêt. Oui, ça tombe sous le sens, mais le problème, c'est que l'économie entière du pays dépend de l'industrie du feu d'artifice et que les gens adorent les feux d'artifice. Du coup, œillère, déni. Non, on trouvera bien une innovation qui permettra d'éteindre l'incendie sans arrêter de tirer des feux d'artifice en direction de la forêt. On pourrait inventer le feu d'artifice froid, par exemple, le feu qui ne brûle pas, enfin voilà, tu vois bien l'idée. Bref, c'est dans ce contexte qu'un beau jour, le compagnon de Cassandre, Candide, entre dans l'appartement qu'il partage avec elle et lui apprend une nouvelle assez étrange. Il y a un magicien qui est arrivé dans le pays, et il est absolument incroyable. Il réalise des exploits qui bluffent tout le monde, c'est le sujet dont parle la population entière, le buzz du moment, l'événement incontournable. Ce magicien, c'est un certain monsieur Jipiti, Charles Jipiti. Candide dit à Cassandre que ce Charles Jipiti peut faire apparaître des lapins comme on n'a jamais vu personne le faire, c'est un vrai magicien. Et là, Cassandre tique un peu. Elle demande à Candide « Attends, quand tu dis magicien, tu veux dire quoi exactement ?» Candide lui répond « un magicien, quoi, tu vois bien, un mec qui fait apparaître des lapins dans un chapeau. » Cassandre précise. D'accord, mais tu sais que magicien, c'est un terme un peu ambigu. Tu parles d'un prestidigitateur ou d'un sorcier ? Candide. C'est-à-dire ? Cassandre. Un sorcier, c'est un vrai magicien, quelqu'un qui maîtrise la magie, qui peut faire des choses surnaturelles, inexplicables, alors qu'un prestidigitateur ne fait qu'imiter la magie. Il met en scène des choses qui paraissent surnaturelles, mais sont en fait parfaitement explicables, à base d'illusions, de trucages. Alors là, Candide hausse les épaules, il en sait rien. Effectivement, il y a peut-être un truc, mais truc ou pas, peu importe. Après tout, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la magie et quelque chose qu'on n'arrive pas à distinguer de la magie ?
Mais bien sûr que oui, s'écrie Cassandre. Ça n'a rien à voir. Si on commence à confondre un prestidigitateur avec un sorcier, on lui prête des pouvoirs qu'il n'a tout simplement pas. C'est un tremplin pour se faire manipuler, se faire abuser et pour abandonner tout esprit critique. Bon, comme d'habitude, Cassandre a du mal à convaincre, pas seulement Candide, mais tout le monde. Au fil des jours, elle réalise vite que la popularité de ChatGPT explose, à tel point que les grosses industries du pays se mettent à activement financer le magicien. Et tout le monde semble se foutre comme d'une guigne des avertissements de Cassandre, les enjoignant à ne pas confondre prestidigitateur et sorcier. Agacée, Cassandre décide d'enquêter un peu sur ce fameux GPT. Et là, ce qu'elle découvre est encore pire que ce qu'elle imaginait. Non seulement cet énergumène n'est évidemment pas un sorcier, mais bien un prestidigitateur, comme elle l'avait prédit, il n'utilise que des trucages pour simuler des pouvoirs surnaturels, mais en plus il utilise des machines qui fonctionnent en propulsant du kérosène par hectolitre en direction de l'incendie qui cerne le pays. Et pour couronner le tout, Cassandre se rend compte que les fameux lapins que GPT fait apparaître ont tout simplement été volés dans les nombreux élevages de la ville, en mettant pas mal d'éleveurs et d'éleveuses sur la paille au passage. Mais les gens préfèrent acheter un lapin qui est sorti d'un chapeau dans une explosion de paillettes qu'un bête lapin d'élevage. Là, Cassandre explose et hurle sur la foule rassemblée « Mais arrêtez de soutenir cet escroc! Ce n'est pas un sorcier, c'est un vulgaire prestidigitateur, et voleur et pyromane avec ça !» Évidemment, sa démonstration ne provoque que soupirs agacés et désintérêt. Ouais, d'accord, il a volé des lapins, mais enfin, vu ce qu'il arrive à faire avec ça, ça va, on va pas non plus l'attaquer en justice. En plus, les élevages n'auront qu'à s'adapter, c'est le progrès, c'est tout. Oh, puis tu nous emmerdes avec tes termes compliqués, là, prestidigitateur, personne n'arrive à prononcer ça, alors autant continuer à dire que c'est un magicien. D'accord, dit Cassandre. Et la pyromanie? Les gallons de kérosène qu'il balance sur un incendie qui menaçait déjà tout le pays avant. Alors là, on sort la carte Joker. Mais Cassandre, si on finance la magie de ChatGPT, si on laisse ce magicien s'améliorer, alors c'est sûr, il va trouver une solution pour éteindre l'incendie. Certes, son activité aggrave temporairement les choses, mais pour mieux les améliorer ensuite. Mais c'est débile, s'écrie Cassandre. Ce que vous dites, c'est que si un prestidigitateur travaille suffisamment, il peut finir par devenir sorcier et faire de la vraie magie. Ça n'a aucun sens. En plus, on sait très bien quelle est la solution pour éteindre l'incendie. Ce que vous voulez, c'est continuer à vivre comme avant, tirer des feux d'artifice partout, en tablant sur le fait qu'un énergumène qui fait apparaître des lapins volés finisse par sortir de son chapeau le feu d'artifice qui ne brûle pas. Mais vous êtes cinglé, ma parole. Et quand bien même vous auriez raison. Ok. Admettons qu'il soit théoriquement possible qu'un prestidigitateur devienne un sorcier, n'importe quoi, hein, mais ok. On fait quoi dans l'hypothèse où il ne trouve quand même pas de solution pour éteindre l'incendie qu'il aura aggravé d'ici là? On fait quoi? Silence. La foule ne dit rien. Elle est déjà occupée par l'arrivée d'un autre magicien, un certain monsieur Sick, Oedipe Sick, un magicien qui fait des choses aussi impressionnantes que monsieur GPT, mais pour beaucoup moins cher. Et ça, Charles GPT, il aime pas. Parce qu'apparemment, ce fameux Oedipe Sick, les lapins qu'il fait apparaître, il les a lui-même volés à GPT. Une assez cruelle ironie, hein, et Cassandre, ça la ferait un peu marrer si la situation n'était pas si désespérante. Petit à petit, plein d'autres magiciens arrivent, et il devient impossible d'y échapper. Des magiciens dans les écoles, des magiciens dans les transports, dans les bureaux, que t'en veuilles ou pas, ils sont là, partout. Avec parfois quelques petits ratés, comme ce monsieur Lucien, qui ne fera apparaître que des morceaux de lapin un peu déchiquetés, mais ça, quelque part, Cassandre, elle s'en fout. Le fait que les tours de magie marchent ou pas ne change rien au fait que ce ne sont que des trucages. Et que de toute façon, quand il n'y aura plus de lapins à voler, les magiciens n'auront pas d'autre choix que de revoler les leurs, et toute l'illusion en prendra un sacré coup. Alors au bout d'un moment, la cerise sur le gâteau, c'est que même les pouvoirs publics s'y mettent. Oui, parce que non seulement les entreprises privées déversent un flot d'argent énorme pour alimenter cette bulle des magiciens, mais même l'État finit par annoncer un plan de 110 milliards pour financer des magiciens. 110 milliards! Et pourtant, le pays en question, c'est pas un pays qui va très bien. Hein. Ah non, il y a des gens qui dorment dans la rue, des gens qui n'arrivent plus à se chauffer, à manger à leur faim, les hôpitaux sont saturés, les services publics sont en ruine. Mais paf, on trouve 110 milliards pour les magiciens, comme ça. En attendant, l'incendie se rapproche toujours plus vite, et toujours pas l'ombre d'une solution en vue. La fumée commence à arriver aux narines de tout le monde, hein, mais les gens continuent d'applaudir les magiciens, peut-être pour tromper la peur du vide, de ce qui arrivera quand l'incendie aura vraiment atteint le pays. Alors je vais pas vous mentir, je ne connais pas vraiment la fin de cette histoire, mais je la devine. Les magiciens continuent à détrousser l'intégralité de la société aussi longtemps que possible, avec des illusions toujours plus réussies. Sauf qu'au lieu de chercher des solutions, parce qu'encore une fois, aucune solution n'est compatible avec leurs activités, ils utilisent en fait cet argent pour se construire de belles montgolfières. Et lorsque l'incendie finit immanquablement par ravager le pays, ils foutent le camp avec l'air chaud créé par les flammes, laissant tous les gens qui s'étaient laissés duper, et les autres aussi d'ailleurs, mourir par millions dans le cataclysme qu'ils auront contribué à accélérer.
Ouais, je sais, c'est pas vraiment une fin heureuse, mais c'est ce que les anglophones appellent un cautionary tale, un récit de mise en garde. Parce que si d'aventure des prestidigitateurs de pacotille venaient se prendre pour des sorciers chez nous, en pillant des élevages pour faire apparaître leurs lapins, et en alimentant un gigantesque incendie en faisant mine de lutter contre, ce serait peut-être plutôt eux qu'il faudrait foutre au feu avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, fin, ou plutôt à suivre. C'est de la fiction, bien sûr. Toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite. Et donc j'avais envie de rire à certains moments de la chronique, mais la fin, effectivement, ça fait plutôt pleurer. Mais merci, c'était très bien écrite. Et je te donne avec plaisir rendez-vous au mois prochain, J. Au mois prochain, ouais. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons le parcours libriste de Simona Levy. En attendant, nous allons écouter Blue Cats par Alpha Brutal. On se retrouve dans un peu moins de 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Still swallows my skin. I think I'm falling. In my private bedroom I shiver all alone. I open my eyes and I sing a strange song. This single world is too small to engage on. I'll create a one of my own, where the blue cats will be howling when I scream, like the flowers growing down the street, which speaking words in motion that I can't really explain, 'cause it's a senseless fear. Nous venons d'écouter Blue Cats par Alpha Brutal, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY
SA 3.0, titre qui a beaucoup plu au studio. J'espère que vous aussi, auditrices, auditeurs, avez apprécié. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, le parcours libriste de Simona Levi, interviewée par Alexis Kaufmann. C'est la rediffusion du sujet principal de l'émission Libre à vous du 14 janvier 2025. On se retrouve en direct d'ici une petite heure. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui sera un parcours le libriste. Interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invitée est Simona Levi, professeure en technopolitique et droit à l'Université de Barcelone, fondatrice de XNet, dont elle parlera tout à l'heure. L'échange a été préparé et sera animé par Alexis Kaufmann, professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciels et ressources éducatives libres à la direction du numérique pour l'éducation. Donc je vous laisse la parole. Bonjour Alexis, bonjour Simona, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Simone, ciao. Ciao. Ça fait plaisir. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas préparé du tout l'émission avec Simona, donc merci Frédéric. Quand tu m'as dit que vous recherchiez des personnes justement pour dans le cadre de ce format, de ce parcours libriste, juste un tout petit mot peut-être pour Simone. Hein. Donc Simone, elle aura l'occasion de dire, mais elle n'est pas française. Et qu'est-ce qu'on entend par libriste ? C'est-à-dire, Simone, libriste, ce serait un peu activiste du libre, hein, et on en fait libriste. Et en France, c'est considéré par les libristes de manière assez positive, mais ça peut être aussi utilisé contre les libristes. Par exemple, moi, au ministère, parfois, on m'accuse d'être le libriste du ministère, où on me dit « Oh là, mais toi, t'es un libriste de toute façon, donc par idéologie, nécessairement, tu vas dans ce sens et pas dans un autre. » Voilà, ça peut être aussi utilisé négativement. Fred, je sais pas si tu es d'accord, non, tu n'interviens pas, c'est mon moment. Voilà, donc c'est ça qu'on entend par libriste. Simone, je voulais le préciser, même si toi, peut-être, ça va être ma première question. Quand on a discuté ensemble, tu parlais de fighter, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire moi je ne suis pas tech du tout. En fait, moi je viens d'une militance activiste classique de gauche, et en 2006 j'étais fulgurée par l'internet et en même temps aussi probablement sans le savoir pour le librisme, dans le sens que j'étais surtout impactée pour la manière de travailler, de s'organiser, des hackers et de l'activisme des communautés online, et c'est ça qui m'a approchée et a fait de moi comme une personne, maintenant que je travaille full time sur ce sujet, sur les infrastructures libres, sur la démocratisation de la numérisation des sociétés, des administrations et tout ça, mais pas du tout d'une perspective technologique, mais plutôt d'une idée d'appliquer ce que l'infrastructure technologique de l'Internet nous propose et les formes d'organisation des communautés de software libre nous proposent comme nouvelle gouvernance. Ok, bon, merci. On aura l'occasion un petit peu de détailler, parce que le parcours, il y a aussi, alors on va pas être chronologique au sens précis du terme, mais il y a quand même cette idée de parcours de vie. Et moi, donc moi j'ai regardé un peu ta fiche Wikipédia. J'ai fait comme mes élèves quand j'étais professeur. Donc tu as une fiche Wikipédia aussi en français. Et tu parles de 2000. Tu as cité l'année 2006. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être avant 2006, donc avant ta découverte de l'internet, entre guillemets, comme tu viens de dire. J'ai vu que tu as dans ta jeunesse, tu as un passé un peu artistique, notamment théâtral, actrice, metteur en scène. Donc moi, je voulais savoir. Alors l'idée, c'est évidemment comment toute cette expérience passée nourrit ton action aujourd'hui, hein, mais comment toute cette expérience, ce parcours théâtral, tu nous racontes un petit peu, parce que tu es né en Italie, et puis surtout à un moment donné, tu t'es
aussi retrouvé en France, et c'est pour ça que tu parles si bien français. Oui, c'est ça. Donc, mais moi, en fait, je viens d'une famille très militante déjà, et donc j'étais très militante des très petites, et j'étais une très bonne élève, mais très révolteuse, et comme quoi, au baccalauréat, on m'a puni, on m'a dit qu'on me punissait parce qu'ils n'arrivaient pas à me baisser la moyenne. Et alors au baccalauréat, ils m'ont dit qu'il allait donc me punir en enlevant 7 comment vous dites ça, 7 points pour mon non-respect de l'institution éducative. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas de respect de l'institution éducative. Et donc, je suis rentrée à la maison en disant, je fais pas l'université. Et donc, c'était la catastrophe familiale. Et je vais aller en France pour devenir danseuse. Voilà. D'accord. Mais quand tu dis à la maison, à l'époque, c'était où la maison ? La maison, c'était à Turin. À Turin, d'accord. Et donc, en Italie. Et donc, je suis venue à Paris pour devenir danseuse. Erreur, parce qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vont à Paris, au moins quand moi j'ai dit ça, pour devenir, à la fin des années 80, pour devenir danseuse. Donc, j'étais la dernière de tous les derniers. Donc, j'étais vraiment seule. Et heureusement, j'ai découvert l'école Lecoq. Et donc, j'ai abandonné l'histoire de la danse et pour moi, Lecoq, c'était plus qu'un professeur de théâtre. Pour moi, il était un philosophe. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses par rapport aussi à l'engagement et à comment transformer mon engagement en quelque chose qui arrive à plus de personnes et donc la communication, etc. Et c'est comme ça que j'ai mélangé un peu mes soucis activistes de transformation sociale avec les formes de communication et tout ça, je l'utilise beaucoup encore parce que ce que je fais surtout, donc j'ai une formation de metteuse en scène, ma formation disons académique, et je suis metteuse en scène et j'ai fait ça pendant j'ai été actrice et metteuse en scène pendant longtemps, mais quand j'ai shift au numérique, j'ai en tout cas toujours fait des actions de mise en scène ou de ironique ou de ce qu'on appelle activisme, utilisant l'art pour l'activisme depuis toujours. Donc j'ai mélangé les deux soucis et mes capacités dans les deux domaines continuellement. J'ai continué à faire des spectacles de théâtre qui expliquaient ce qu'on faisait dans la militance, et j'ai utilisé mes capacités de communication avec l'ironie, etc. dans la militance. C'est toujours mélangé. Et dans le théâtre, du coup, tu as plutôt choisi metteuse en scène que uniquement actrice, et ça t'a aussi peut-être intéressé de te retrouver en groupe, d'avoir des projets collectifs. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir quelqu'un qui me donne des ordres, même si gentiment. Donc, j'ai fait l'actrice pour manger au tout début de ma carrière pendant très longtemps, jusqu'à 2000. J'ai fait presque 20 ans j'étais actrice, mais très vite, j'ai organisé ma propre compagnie et c'est moi qui faisais mes propres projets. Et c'est là que je suis venue en Espagne. J'ai habité 5 ans à Paris, et à Paris, j'en avais un peu marre déjà, mais en plus, j'ai eu un boyfriend qui me tapait dessus. Il m'a tapé dessus une fois et on était un peu saouls, et j'ai dit bon, ça doit être une erreur. Et quand il m'a tapé dessus la deuxième fois, j'ai vu que ce n'était pas une erreur, j'ai vu que c'était une habitude. Et alors je lui ai dit que je voulais me séparer. Il m'a dit c'est pas possible parce que tu es ma femme. Alors là j'ai compris que je devais pas discuter avec ce monsieur, et j'ai fait ma valise et je suis partie. Et donc tant à partir, je suis partie à Barcelone parce qu'il y avait plus de soleil. Et là j'ai été reçue par la seule amie que j'avais à Barcelone, et là j'ai commencé, je me suis trouvée comme à la maison, et donc j'ai commencé à ouvrir une compagnie de théâtre. J'ai trouvé une maison dans laquelle je pouvais avoir un petit théâtre, et c'est devenu un petit théâtre underground assez connu à Barcelone pendant très longtemps. Et parmi les spectacles, j'ai noté Femina Ex Machina. Voilà, moi peut-être tu pourrais nous en dire plus de ce spectacle, ça m'a interpellé. Oui, les 2 premiers spectacles que j'ai faits, c'était sur le féminin,
Donc Femina Ex Machina, c'était... j'ai toujours fait ces spectacles assez ironiques, donc c'était sur les clichés féminins, mais notamment j'avais une... Maintenant, il y a un groupe français qui est devenu célèbre avec quelque chose que moi j'ai fait 20 ans avant, c'est-à-dire j'avais une bulle d'eau sur la tête avec de l'eau et des poissons. Et donc je faisais la femme un peu, voilà, dans la tête dans l'eau et un peu, voilà. Et donc c'était un spectacle assez marrant sur les clichés féminins. D'accord. On est à la radio, mais on s'imagine bien. Oui. Bien. Et puis j'ai fait un autre spectacle qui s'appelait Non lavoreremo mai, on travaillera jamais, sur un peu plus sur sur les femmes tapées, mais surtout sur l'aliénation du travail et les conséquences dans les relations de l'aliénation du travail. C'était aussi un spectacle ironique, même si c'était... Moi, j'ai toujours cru qu'avec l'ironie, c'est un peu ce qu'il dit Spinoza, que c'est un monde qui nous pousse à les passions tristes, et donc il faut notre révolte, c'est travailler avec les passions allègres, plus heureuses, plus lumineuses. Mais en tout cas, théâtre ironique, mais aussi un théâtre à message, dans le sens noble, positif du terme, engagé. Toujours engagé, oui, toujours engagé. Moi, je suis tombée dans la soupe, dans la marmite de l'engagement politique très petite, parce que ma famille était ultra militante, et donc pour moi c'était comme une normalité la militance. Et maintenant encore, c'est-à-dire si je dis arrête Simona, ça suffit, repose-toi, c'est pas la peine d'être dans toutes les batailles, je m'ennuie tout de suite, je deviens très nerveuse, et donc je dois être militante forcément. Et pour aller petit à petit un peu plus vers le numérique, j'ai noté aussi que dans les actions, enfin les spectacles que tu as montés avec ta compagnie Conservas, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça s'appelait, oui. Il y avait un spectacle où on remettait au public à la fin du spectacle, un peu sur le modèle de la culture libre. Hein. À la fin du spectacle, on pouvait repartir avec un CD-ROM, avec le texte, les vidéos, les images, etc. Oui. Là, c'est quand j'ai découvert l'internet et le librisme, c'est-à-dire ce spectacle-là incluait, moi, depuis quelques ans avant ce spectacle, je crois que c'était 2005, j'ai commencé à faire un truc qui était prendre les législations qui nous imposent très normalement et les traduire en spectacle. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une législation sur le comportement civique dans la ville de Barcelone. Et donc, là, en lisant la législation, tu vois en fait c'est-à-dire c'est des pièces de théâtre en fait, parce que tu vois où ils veulent te mener, mais en disant autre chose, mais en fait ce qu'ils veulent te mener est par exemple à la criminalisation du skateboarding dans la ville de Barcelone, ou la criminalisation. Donc j'ai commencé à mettre en scène les législations, et quand j'étais fulgurée par l'internet, très peu années après, j'ai fait tout un spectacle et sur les législations sur le logement, mais aussi sur les législations sur la propriété intellectuelle, les législations de propriété intellectuelle et les paradoxes évidemment sur la culture qui en fait devrait circuler, mais qui en fait est empêchée de circuler et d'être culture par les lois qui devraient la protéger. Et ce spectacle-là, c'est le premier spectacle. À partir de là, tout ce que j'ai fait a été avec du Creative Commons, et à partir de là, j'ai commencé à travailler le sujet très fort, parce que aussi tout ça a commencé parce que le début du spectacle était avec une vidéo sur la spéculation immobilière d'une banque très connue ici en Espagne, et cette vidéo avait été éliminée de YouTube par la banque en disant que c'était à cause du copyright. Et en fait, ce n'était pas le copyright, parce que la musique était nôtre, tout était fait par nous, et donc
le copyright était utilisé comme une excuse pour la censure de ce que vous vouliez dire dans ce spectacle, pour censurer la culture. Le copyright utilisé en fait pour la non-circulation de la culture. Et donc c'est par là que vraiment j'ai commencé à m'engager complètement, et en sentant que c'était une responsabilité comme artiste. Si quelque chose qui était dessiné en nous disant que c'était pour nous protéger, qu'en fait c'était quelque chose qui était en train d'empêcher la circulation de l'information, et que j'avais des responsabilités par rapport à ça, et c'est là que j'ai commencé à être full dans le sujet. Oui, parce que en France aussi, là on parle des années, au milieu des années 2000, hein, c'est ça. Oui, parce qu'on a aussi une loi des lois qui ont voulu, entre guillemets, criminaliser un peu le partage. Voilà. Ça avait démarré avec Napster, et puis ensuite c'était sur les BitTorrent, etc. Enfin, ça remonte à loin, on ne veut pas faire les anciens combattants, mais on a connu des lois où on a voulu effectivement être très se montrer dur vis-à-vis des internautes qui partageaient, qui voulaient juste partager la culture sans en faire profit d'ailleurs. Et il a fallu effectivement, ça a été d'ailleurs pour les libristes de l'époque un moment important, et notamment certains, un moment d'engagement politique en France. En tout cas, on appelait ça la loi Hadopi chez nous et les suivantes. Ouais. Oui. Voilà, et sinon, on avait la ley Sinde, et on faisait ça. Moi, depuis ce moment-là, on est devenus sœurs et frères de la Quadrature du Net, parce que vous étiez sur l'Hadopi, ici on était sur la ley Sinde en même temps, et c'était vraiment le même combat, et on a bien rigolé, et on a aussi pas mal gagné. On a eu un peu de tout, donc c'était un moment assez intéressant, oui. En tout cas, donc c'est un moment où tu t'intéresses au numérique. Peut-être que tu rencontres aussi des groupes ou des personnes qui viennent de ce monde de l'open source, qui sont plus informaticiens, développeurs, etc. C'est pour t'amener petit à petit à la création de XNet, ou de peut-être il y a eu une autre structure qui a précédé, donc je me souviens plus du nom, mais un petit peu pour comprendre un peu la genèse de tout ça. Oui, ça s'appelait XGAE, parce que ici la SACEM, notre SACEM s'appelle SGAE. Okay. Et donc nous on disait qu'on était ex-guy comme ex-boyfriend, et on a duré comme ça pendant 2 ans. Ça a été très rigolo, parce que ici la SACEM locale était très dure avec toutes les petites boutiques qui avaient une petite radio, et donc on avait la chance que la SGAE était connue par tout le monde, parce qu'elle faisait chier tout le monde, les boulangers, les coiffeurs, tous avaient une visite. Donc il y a eu un moment extrême d'abus de pouvoir de part de la SGAE, et donc nous on était ex-GAE dans le sens on voulait que ce soit du ex la SGAE, et on a tenu avec ça pendant 2 ans, et après la SGAE nous a envoyé un burofax en disant que non, on était en train de salir leur marque enregistrée, et qu'on devait changer, sinon on aurait eu plein de problèmes. Et donc là, on a pensé, bon, écoute, on va pas se mettre à une dispute on veut pas gaspiller notre temps aux tribunaux avec la SGAE, et donc on a changé notre nom en XNet. Mais entre-temps, on avait organisé les Oscars de la culture libre, qui était un grand festival avec 2000 personnes une fois par an à Barcelone. Oui, je l'ai lu aussi, ça. Est-ce que tu peux nous préciser, un petit peu raconter cette aventure, et qui étaient les lauréats de ces Oscars? Il n'y avait pas de prix, parce qu'on était contre les prix, mais on montrait tout ce qui se faisait avec la culture libre, et donc vraiment c'était pas des prix, c'était vraiment voir le travail. Donc on a amené du cinéma, de la musique, mais aussi de la science. Après on faisait les fanatiques du copyright, donc toutes les slaps et les procès injustes pour empêcher les semillas, comment on dit ça, les graines. Donc toute la folie du fanatisme du copyright, et en même temps toute la liberté, les choses qui étaient faites de l'autre côté. Et donc c'était 5
5 heures où les gens pouvaient voir des spectacles open source et très rigolos. Et les vidéos, ils sont online. Si quelqu'un a envie de les voir, ils sont encore très au jour parce que c'est encore le même problème en fait. Et ils sont très rigolos et ça peut donner des idées. Donc on a fait ça très longtemps et j'aimerais continuer à le faire, mais là on est un peu trop occupé avec d'autres choses. Mais voilà, donc on a vraiment toujours fait des recherches et aussi des mises en scène pour transmettre tout ce qu'on découvrait d'une manière pour approcher à un public qui n'est pas forcément un public, c'est-à-dire les gens venaient voir les Oscars parce que c'est très très rigolo et pas parce qu'ils avaient de l'amour pour le librisme, mais ça leur faisait avoir de l'amour pour le librisme parce qu'on expliquait voilà le paradoxe de la culture qui ne circule pas. Oui, ça peut être une porte d'entrée en fait. Hein. Donc, moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que par exemple cet événement, il avait vraiment et à l'époque en Espagne, est-ce que ça avait une vraie portée ? Est-ce que c'était vraiment des militants un peu groupusculaires qui avaient très peu d'audience, ou il y avait vraiment un mouvement ? Là, on parle de Barcelone, donc en Catalogne, mais peut-être, mais en Espagne aussi en général. Oui, parce que vraiment cette histoire de la SGAE, de notre SACEM local, était très forte. En fait, finalement, on a réussi 2 ans après à que toute le board, les directifs de la SGAE se sont fait arrêter. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, la SGAE était très connue par tout le monde, non pas par les ghettos, sinon vraiment par tout le monde pour ses praxis autoritaires et voilà. En plus, un peu, elle demandait plus d'argent de ce qu'ils ne voulaient pour faire peur aux gens. Donc c'était vraiment, donc ça c'était populaire. Et donc nous on a un peu surfé c'était un moment particulier. En fait, nous on a créé la SGAE parce qu'il y avait assez d'intellectuels sur le sujet. Et nous, on était un groupe où on était surtout des femmes. On était très peu, 3 ou 5, mais on voulait rentrer dans ces groupes qui s'occupaient de la culture libre. Et ces gros mecs là, ils ne nous laissaient pas parce qu'on n'était que des petites femmes. Et donc on a dû créer notre propre organisation parce que les Big Fish ne nous laissaient pas, ne nous prenaient pas le téléphone, ne répondaient pas à nos questions. Par exemple, dans mon cas, pour la censure de mon vidéo, dans le cas d'une autre copine, c'est parce que la SGAE lui avait fait une amende de 50 000 € qu'elle ne pouvait pas payer. Et donc, ils nous ont un peu snobés et pas considérés. Et donc, on a créé cette SGAE un peu parce qu'on n'avait pas de place dans les autres lieux, plus voilà, la mode. Et donc, la SGAE, notre organisation maintenant, c'est celle qui en fait a tenu, parce que quand ce n'est plus été à la mode, ces messieurs-là ont passé à autre chose. Et donc là, on a tenu, et c'est-à-dire nos spectacles ont beaucoup d'impact dans la presse, beaucoup d'impact par un public qui vient juste, voilà, parce que il voit qu'on fait ça sérieusement et pour s'amuser. Donc, on a vraiment un impact qui va au-delà des personnes qui ont une connaissance et qui s'occupent au jour le jour du software libre ou des droits numériques, etc. Merci. Alors, pour parler de bonnes nouvelles, entre guillemets, on est au mois de janvier et tu sais qu'au mois de le 1er janvier, il y a beaucoup d'auteurs qui rentrent dans le domaine public. Oui. Alors, en Espagne, c'est aussi comme la France, hein, c'est 70 ans après la mort des auteurs. Oui. Et en tout cas, on a eu cette année, il y a le peintre Henri Matisse, la peintre Frida Kahlo, l'auteur française Colette, voilà, qui sont entrés dans le domaine public le 1er janvier dernier. Et donc, leurs œuvres sont maintenant à disposition de tous. Merci. Alors, on a parlé pas mal un peu culture et ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et ensuite on enchaîne un peu plus sur activisme politique et numérique. D'accord, on y va. Eh bien, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Our Lives Change par Triad. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors je vais repasser la parole donc à Alexis Kaufmann qui fait l'interview Parcours libriste de Simona Lévy. C'est à vous. Oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai accepté d'ailleurs de faire cette interview? D'abord parce que non, je corrige. Tu as proposé l'interview. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit c'est à toi. Je te propose de faire l'interview. Je crois que c'est Isabella. En fait, pour préciser les coulisses, donc Alexis effectivement a proposé qu'on interviewe Simona. Voilà. Et je lui dis, écoute, comme tu proposes, tu peux faire l'interview. Voilà. Merci d'avoir accepté, Alexis. Voilà, je l'ai fait avec grand plaisir d'abord parce que ça m'amuse d'être entre guillemets de l'autre côté du micro parce que ça m'arrive souvent d'être interviewé et aussi parce que c'est Simone. Juste un petit mot, c'est qu'en fait avec Simone on se connaît peu parce qu'on s'est vu que 3 fois dans l'effervescence d'un événement un salon comme ça autour du numérique. On s'est vu à Barcelone parce qu'elle m'a invité la première fois à Amsterdam et à Paris. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'en ai parlé à Fred, j'ai dit tu peux l'écrire de ma part, c'est une amie. C'est-à-dire qu'on a dû se voir, on s'est vu 3 jours, en tout 3 heures, mais c'est vrai qu'il y a tout de suite une affinité spontanément, un peu naturellement, et ça, comme parfois vous rencontrez des personnes et vous vous dites tiens ça pourrait être potentiel, voilà, ça pourrait être des amis de manière assez naturelle. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté parce que je voulais aussi en savoir plus sur sa vie parce qu'on n'avait pas eu l'occasion sur ces 2-3 heures totales de parler de tout ça. Voilà, Simona. Tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Et je voulais peut-être partir à ce moment-là, en partir peut-être du mouvement, de votre mouvement espagnol de Occupy, c'est-à-dire du 15M, les mouvements des indignés, Puerta del Sol, enfin je sais pas comment vous l'appelez exactement. En tout cas, c'est en 2011, on est d'accord, oui. Qui a été un événement quand même marquant en Espagne, où il y a eu beaucoup d'actions. Et toi, tu t'es impliqué. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler de cette période et ce qu'il en a découlé? Et puis aussi, je sais que tu as, tu as aussi mis en place au niveau numérique des choses qui ressemblaient un petit peu à Wikileaks. Il faut peut-être que j'ai des bêtises, mais tu me corrigeras. Si, voilà, nous on a donc ouvert Xnet en 2008 et on a été voilà longtemps la référence ici par rapport à ce sujet. Et puis nous on venait déjà de tous les mouvements sociaux avant. On a été aussi avant le mouvement. Moi j'étais dans le mouvement contre la guerre évidemment, mais aussi le mouvement pour le logement, parce qu'il y a eu un très grand et très intéressant mouvement pour le logement digne de 2006 à 2008 en Espagne, très fort, très créatif, et Barcelone était très forte. On a fait des choses très intéressantes, et voilà. Et donc tout ça, en fait, moi je crois que le mouvement des Indignados qui s'inspirait, qui prenait exemple, disons, de printemps arabe, en fait, de tous les mouvements de cette période-là, l'Occupy et tout ça, l'espagnol a été le meilleur, dans le sens le plus. C'était vraiment une proposition d'une nouvelle gouvernance et aussi très propositive, très indépendant dans la construction de gouvernance. C'était pas des demandes, c'était vraiment de l'action. Et je crois que c'est parce que il est né avec une très forte. Il est né par 2 chemins: le mouvement du logement dont je parlais avant, et le mouvement autour de la culture libre par rapport justement à l'injustice de l'accès à l'information, l'accès à la culture, l'usage d'Internet comme alternative, et aussi parce que pendant le mouvement contre la guerre, il y a eu la bombe qui a fait 200 morts à Madrid, et par cette bombe, notre gouvernement et toute la presse défensaient que c'était une bombe pour cause interne, État, les terrorismes basques internes. ETA. Et en fait, toute la population, c'était juste 4 jours avant les élections, et donc toute la population, toute la presse, tous les partis politiques, tout le monde qui était
institutionnelle disait que c'était terrorisme interne. Mais nous, la population qui nous avons lutté contre l'entrée de l'Espagne dans l'Alliance pour la guerre, nous savions que ce n'était pas ça. C'était à cause de notre participation dans la guerre et que c'était Al-Qaïda. Et donc, avec l'usage du téléphone, avec le fameux message viens dans les places parce que tout le monde nous ment, passe à l'eau, passe le message. Il s'est créé un mouvement vraiment dû au choc, mais qui vraiment comprenait comment utiliser la technologie d'une manière désintermédiée. Et donc, c'est pour ça que les Indignados ont travaillé beaucoup avec une grande facilité et sans nécessité d'avoir des super experts en technologie. Mais évidemment, on en avait, mais je veux dire, l'usage des technologies pour l'organisation autonome et pour construire des gouvernances sans demander du permis à personne, était vraiment très présent dans les Indignados. C'est pour ça que les Indignados, avant qu'ils soient cooptés et détruits par Podemos, qui avait toujours condamné les Indignados pour ne pas être assez marxistes, disons, assez obtus, assez dogmatiques de gauche. Donc Podemos est venu en disant que c'était eux, les Indignados, quand nous qui sommes partis des milliers qui ont créé les Indignados espagnols, nous savons que eux, par contre, quand on leur a demandé de l'aide, ils ont rejeté, aidé, et donc vraiment les gens se sont organisés sans des grands gueules, sans des grands personnages, pour pouvoir, en utilisant l'internet, etc. Je dis tout ça parce que ça fait une vraie différence des Indignados par rapport à d'autres mouvements de la même période. Et donc, à partir de cela, donc nous on a pris parti très longtemps de ce qui est la transformation sincère des Indignados dans des groupes de travail. Et nous on a créé le groupe qui auditait Bankia. Bankia, c'était le 4e banque d'Espagne qui était présidé par le ex-ministre d'économie et ex-président du Fonds monétaire international et qui avait reçu la moitié de tout le bail-out, comme on dit en français le bail-out, le rescue bancaire, donc de tous les millions d'argent public qui ont été envoyés aux banques pendant la crise. La principale, c'était cette banque-là qui était juste dirigée par le ministre d'économie qui en fait nous avait mis dans tous ces problèmes. Et donc nous là on a commencé un projet qui a duré 8 ans et par lequel on a envoyé à prison, on a condamné 65 politiques et banquiers de toutes les couleurs, des Podemitas jusqu'à conservateurs, socialistes, les 2 principaux syndicats espagnols. Nous, on a ouvert le cas bancaire, le cas judiciaire, et on a aussi apporté à travers de notre leaking box pour que les gens nous envoient de l'information par rapport à cela. Voilà, c'est ça. Et de manière anonyme, hein, c'est ça? De manière anonyme, en utilisant Tor et tout ça. Moi, j'avais connu Julian et le WikiLeaks avant qu'ils soient connus. Donc, Julian Assange. Oui, au Chaos Computer Congress. Je les avais connus en 2010 et donc j'avais un peu appris ce qui était très nouveau à ce moment-là, l'histoire qui proposait Julian Assange. C'était très intéressant de travailler avec lui juste avant qu'après tout un peu changé, mais bon, c'était vraiment une révolution ce qu'il a commencé à proposer, et donc nous on l'avait mis en pratique dans ce cas-là, et donc c'est par les informations qu'on a reçues dans cette leaking box qu'on a réussi à envoyer, non seulement envoyer 65 condamnations et 15 politiciens entre le ministre aussi en prison condamné à 4 ans et demi, ils en ont fait 2 et demi, mais quand même. Mais aussi on a réussi à rendre 9 000 millions d'euros à tous qui avaient perdu leur argent à cause de ces gens-là et de la crise bancaire. Un peu les Robins des Bois, quoi.
Oui, et c'était vraiment un dispositif technopolitique, c'est-à-dire en utilisant le librisme, l'internet et les possibilités de travailler d'une manière désintermédiée. Et quand tu dis nous, le nous, parce que quand tu dis des intermédiaires, ça veut aussi peut-être dire une gouvernance un peu en autogestion, un peu horizontale, etc. Comment vous étiez organisé? Ben justement, nous, je crois qu'on a appris du librisme la non-horizontalité en fait. C'est-à-dire que talking is cheap, show me the code, depuis l'heure, et nous on a une méthodologie qui se base justement sur ça, c'est-à-dire personne ne peut entrer dans le corps des projets s'il n'a pas avant démontrer en collaborant qu'il travaille, disons, et qu'il apporte vraiment des choses. Moi, je viens de la militance de gauche, de beaucoup d'assemblées, et je suis vraiment allergique à ça. Je crois que il faut faire, et c'est en faisant qu'on comprend vraiment ce qu'ils veulent dire le reste des gens. Et donc, je suis je défends beaucoup le douisme des communautés hackers. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit nous, on a commencé un groupe, moi j'ai appelé des amis et j'ai dit, écoute, moi je veux auditer et envoyer à la prison ce qui ont fait craquer le système bancaire et ont créé la crise en Espagne. Est-ce que tu veux participer? Et donc quelques-uns m'ont dit oui et d'autres m'ont dit non. Et comme ça, j'ai créé un core groupe avec des gens de pleine confiance qui s'est modifié par rapport dans tout le chemin de ces 8 ans. On a rencontré des super gens qui nous ont beaucoup aidés, que finalement ont été intégrés dans le core groupe par leur engagement, par l'évidence de leur engagement. Et puis il y a eu aussi d'autres gens qui sont partis, d'autres qui se sont fait coopter par les partis politiques parce qu'on était très célèbres, parce que voilà, on a rendu pas mal d'argent à la citoyenneté, et donc tous les partis politiques, on voulait dire que eux ils étaient nous. Et quelques-uns, surtout nos avocats, ils se sont laissés toujours coopter. On a dû changer d'avocat tout le temps parce que les avocats n'étaient pas du corps, ils étaient payés, disons. Et ils se sont fait très facilement acheter par les méchants et par les partis. Mais donc ça dépend. Le nous a varié pendant les années. Et ici le numérique, en fait, il est au service de la justice sociale. Hein, on peut dire ça comme ça. Et avec, je voulais un petit peu plus détailler ton action avec XNet, parce que moi c'est comme ça que je t'ai connu. Moi quand je t'ai connu, la première fois qu'on s'est vu, c'était à, je sais plus comment s'appelle l'ancien centre canin là, à Barcelone, mais en tout cas c'était là où travaille Decidim. Peut-être que tu peux nous parler un peu de Decidim, parce que c'est un logiciel libre qu'on apprécie, et dont on apprécie l'histoire particulière avec la mairie de Barcelone. Et puis peut-être le projet en éducation pour lequel on a travaillé un peu ensemble. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on fait vraiment technopolitique, c'est-à-dire même le projet des banquiers a été possible que par l'internet, parce que les filtrations sans l'internet et le leaking box, c'était pas possible. On a fait le premier crowdfunding politique d'Espagne, et tout le procès qui nous a coûté 60 000 €, ce qui est très peu, mais également c'est beaucoup d'argent, ça a été fait par crowdfunding des personnes. Tous les advisors, l'aide qu'on a eu besoin, les personnes qui devaient tous les victimes et tout ça, sans l'internet, ça aurait été pas possible, et sans une utilisation d'outils libres, de structures d'internet libres, ça n'aurait pas été possible. Et donc dans cette période-là, on a aussi connu un de nos camarades dans ce moment-là était la personne que maintenant travaille, c'est un peu un Alexis pour la mairie c'est quelqu'un qui vient de la militance, notamment avec nous, et par des différents parcours, maintenant il est le représentant du département d'innovation démocratique de la mairie de Barcelone. Et il est un peu une rara avis, parce que justement lui il a commencé à travailler toute la partie de participation, de comment on a fait nous la participation, un peu sur ce style-là, non, en disant ce n'est pas vrai que il faut pas
il faut pas mélanger la participation avec la liberté d'expression. Une chose, c'est que dans une assemblée, tout le monde peut parler, d'accord. Mais après, il faut faire. Et donc, il nous faut des outils online pour pouvoir, travailler le matériel et le faire croître comme c'est un repositoire de GitLab ou online, non? Et la même chose avec la gouvernance et la création de projets qui ne sont pas uniquement que du code. Et donc lui, il s'est engagé à la création de ce Decidim, que c'est une plateforme open source de participation qui est maintenant utilisée par la ville de Barcelone, mais aussi par beaucoup d'autres institutions et aussi organisations civiles. Et lui, c'est celui aussi que nous a permis, parce que nous, en 2019, un groupe de familles est venu nous voir en disant que toute l'éducation était par Google dans l'école et qu'ils devaient signer la permission pour leurs enfants d'être googlisés depuis l'âge de 4 ans, avec un Gmail, avec voilà, la googlisation totale. Et donc, et donc là, on a commencé à travailler sur une alternative et ce qui ont fait les open tenders pour que des entreprises de software libre, parce que nous on prend pas de l'argent institutionnel quand on est les consultants du gouvernement. Donc on a demandé au gouvernement de faire possible la possibilité de créer un software qui ne soit pas que un single sign-on de outils alternatifs à la suite Gmail, mais qui était aussi une manière de intégrer toutes les pièces, par exemple en utilisant une seule librairie pour le WordPress, le Nextcloud, le Big Blue Button, etc., tout dans une seule librairie. Et donc là, on est encore en train d'avancer sur ce prototype qui fonctionne dans 6 écoles de Barcelone. Et là, probablement, la Catalogne, j'espère, ils ont signé un accord qui ne veut rien dire, parce que signer, c'est une chose, et faire les choses, c'est une autre, mais on espère que la Catalogne veut s'adhérer et aider au logiciel à croître pour 50 centres plus, et pour qu'on puisse le terminer, parce qu'il n'est pas encore terminé. Oui, voilà, parce que en fait, la problématique, c'est que donc il y a des établissements scolaires à Barcelone et autour qui ont choisi, ou elles n'ont pas forcément choisi Google, mais en tout cas, elles se sont retrouvées avec la suite Google, la Google Education, tout intégré. Et donc là, la problématique, c'est comment proposer non seulement une alternative, mais un outil, mais aussi qui facilite la migration, donc pour que ce soit pas trop violent d'un outil à l'autre, et donc ce qui ressemble un petit peu aussi à l'interface. Il y a tout un travail de UX et de design, etc., pour que cette migration puisse se faire sans trop de difficultés. Et c'est très impressionnant le travail qui a été effectué. Alors, et donc au niveau du succès, où est-ce que vous en êtes? Donc on en a marre, parce qu'en Espagne, je crois que c'est un peu différent chez vous, pour ce que je vois. En Espagne, chaque fois qu'on change un gouvernement, tous les directeurs généraux disparaissent aussi. C'est-à-dire que, et comme on change de gouvernement tous les 3-4 ans, parce que souvent ça tombe avant les gouvernements, tu as juste le temps d'expliquer à un directeur général ton truc, qu'il est tombé et il est oui. Non, je comprends, ça aide pas, parce qu'on a des interlocuteurs différents à chaque fois et on n'arrive pas à stabiliser justement et pouvoir être soutenu. Mais justement, tu vois, là tu me parles d'une activité associative avec XNet, mais je crois que tu as aussi été plus ou moins officiellement conseillère au sein du gouvernement national ou de Catalogne ou municipal. Enfin, tu as eu des fonctions officielles de consultant. De temps en temps, je suis consultante des gouvernements, pas trop, seulement les gouvernements très intelligents qui savent que... Je n'en doute pas. Que savent que les gens qui sont très problématiques, parce qu'ils vont les critiquer, veut mieux les intégrer au lieu que les laisser dehors. Et donc, mais ça ne marche pas non plus. Par exemple, j'étais consultante dans les 2 charters des droits numériques. Maintenant, il y a la mode de faire les charters par les gouvernements. Les chartes de droits numériques. Ils ont découvert le numérique il y a 2 ans dans les sud d'Europe, et donc ils font les chartes du numérique sans même lire les chartes que depuis 20 ans, ou 30 ans, même 40
longtemps, la société civile a déjà fait, donc c'est pas la peine qu'ils inventent rien du tout. Mais donc, ils m'ont intégré, par exemple, dans ces chartes-là, pour éviter que je les critique, probablement, mais ça n'a pas marché parce que je les ai critiqués également. C'est très merdique, la charte des droits numériques du gouvernement espagnol, c'est vraiment rétrograde et très réactionnaire. La catalane est pas mal, elle est un peu simple, mais elle est beaucoup plus respectueuse des droits. Mais donc voilà, je suis pas très souvent, mais par contre dans la ville de Barcelone, oui, et aussi au niveau de Catalogne, je suis souvent dans les médias. Je travaille beaucoup avec la ville de Barcelone pour faire par exemple les leaking box de Tor et des choses comme ça. Je participe. Donc tu fais des actions de plaidoyer, d'advocacy en tout cas. Alors il nous reste 5 minutes. Moi je voulais aussi te poser la question parce que moi je suis professeur et je sais que tu exerces aussi, tu es à l'occasion ou peut-être que tu es aussi actuellement professeur à l'université, dans les universités de Barcelone. Alors tu y fais quoi et qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux étudiants, à la jeune génération? Voilà, donc moi, avec cette méthodologie, disons, que nous avons inventée pour faire les dispositifs citoyens qui partent de l'application de basically, talking is cheap, show me the code. On a, disons, dessiné une méthodologie d'action qui n'est pas horizontale, n'est pas verticale, mais qui est plutôt inspirée par l'action et par une méritocratie autour de l'engagement et aussi des capacités de chacun. Et donc j'ai dessiné un poste de grade un poste grade de 2 mois et demi, okay. Un cursus ouvert à tout le monde en fait, qui donne en tout cas un diplôme universitaire de technopolitique et droit dans l'ère numérique, qui est un peu pour aider à l'action civile en utilisant un peu la philosophie hacker et les outils online pour la transformation sociale d'une manière plus positive et moins tourmentée que la pure horizontalité, disons. Merci. Et je voulais aussi qu'on parle de ton dernier livre, Fake You, hein, c'est ça, un guide activiste pour vaincre la désinformation. J'aime bien aussi le sous-titre Don't blame the people, don't blame the internet, blame the power. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelles sont ses intentions, quel est l'objectif? Est-ce que ce livre se diffuse bien et est-ce qu'on peut lancer un appel pour le traduire en français? Si, s'il vous plaît, lançons un appel pour le traduire en français. Là, je l'ai traduit en anglais et je l'ai update. En fait, c'est un livre de 2019 que j'ai fait justement avec les participants du cours. Et c'est parce que, donc, nous, on a la seule vraie solution pour la lutte contre la désinformation qui ne touche pas la liberté d'expression. Et il est dans ce livre. Donc, il faut vraiment que ce soit diffusé. Et pratiquement, on dit basiquement que la grande désinformation, c'est les institutions qui la génèrent, c'est surtout les partis politiques et les grands acteurs avec beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre une viralisation qui n'est pas que dans l'Internet, mais qui est aussi à la télé, partis politiques, propagande, etc. Et que donc, on culpabilise l'Internet de quelque chose qui en fait est la propagande de toujours, avec les acteurs de toujours, et que donc les lois doivent être des lois qui obligent les institutions à un devoir de vérification, non pas de véracité, parce que ça c'est que les dieux qui peuvent dire ça, mais les humains, ce que nous pouvons nous assurer que les grands émisseurs qui mettent de l'argent pour la viralisation vérifier ce qu'ils racontent. Et s'ils ne l'ont pas fait, on pourrait leur donner des amendes, ou fermer les partis politiques, ou faire des sanctions, comme quoi on réduirait drastiquement la désinformation qui circule massivement, non seulement dans l'Internet, mais surtout dans nos propres médias, dans nos propres institutions et dans nos propres partis politiques. En tout cas, ça nous a donné envie de le lire puisque c'est la solution, as-tu dit? Ah oui. L'entretien touche à sa fin. Je voulais te demander d'abord s'il y a un sujet qui te tenait à cœur et qu'on n'a pas abordé.
Non, ça me fait très plaisir qu'on ait eu cette conversation. Je crois que voilà, moi j'ai appris pendant mes années de militance qu'avant je croyais que le monde était divisé en les bons et les mauvais. Et par contre, c'est pas comme ça. C'est que il faut chercher les personnes, les espaces, les petits espaces qui se créent et qui sont vraiment engagés pour lutter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en théorie sont les bons gens, mais qui ne sont pas là pour vraiment travailler pour changer les choses. Et donc le fait que moi et Alexis on se voit très souvent sur ce truc, ça fait toujours plaisir de trouver des gens qui sont en train de lutter aussi et de faire des choses. L'organisation April, moi je la connais même. Je me souviens en fin d'année, j'étais en fin d'année à Paris, organisé par la Quadrature, où il y avait beaucoup de gens de l'April et on a beaucoup dansé ensemble. Et donc, je crois que c'est toujours un plaisir que tous ces lieux encore existent et résistent. Et avec en plus des passions, des bonnes passions. Aujourd'hui, j'ai appris de la musique que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Continuons à danser ensemble alors, Simona, et à très bientôt. À très bientôt. Merci Simona, merci Alexis. C'était un plaisir partagé. Effectivement, vive la joie militante. Voilà. Juste avant de passer au sujet suivant, tout à l'heure Simona parlait des changements de direction dans les grandes administrations. Il y en a un qui ne bouge pas, c'est Audran Le Baron, qui est toujours directeur du numérique pour l'éducation. Je renouvelle à Alexis et Audran Le Baron l'invitation à venir s'exprimer dans Libre à vous, avec toi Alexis évidemment, pour parler de logiciels libres dans l'éducation nationale et de ressources libres. Merci Alexis en tout cas. Merci. Nous sommes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la rediffusion d'un sujet du 14 janvier 2025. Vous pouvez retrouver toutes les références de ce sujet sur la page consacrée à l'émission du jour, libreavou.org/236. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Julie Chomard qui aujourd'hui porte sur téléphonie, apprentissage et créativité. Nous allons écouter pour l'instant The Fifth Element par Kelly Mays. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. There is a very serious ego illusion that in newness there is more. I'm clueless how to restore my relationship to this earth. It's like I tried to steer a giant ship with one oar. I am lioness, hear me roar, and in my quietness I gain light core. Sick of my private wish and how I just endure. Cause if not now, tell me when. If not us, who then? It ain't about being zen. It's about making amends, replanting, cleaning up, messing, beaming up into a spaceship. Unless of course we build it, but we gotta wake 'em up. You gotta test your luck, we gotta give a fuck. It's time to get unstuck. Even if you don't have kids, or all your friends ain't doing a bid. Even if you're lost in the wind, you got a heart, breathe it in, breathe with it. I am the love, we can fit. I am the one, I am the mother, father, daughter, and the son. Say it, I am the love, I am the one, I am the mother, father, daughter, and the son. I am the love, I am the one, I am the mother, father, daughter, and the son. Say it, I am the love, I am the one, I am the mother, father, daughter, and the son. Create the vision of what you want to see of yourself and everyone free, then it could come. Our solution is waiting for us to realize we are the ones we've been waiting for. There is no time for sure. Our mother's bleeding sore, she's been weeping on the floor. Destiny is at the door. There is no life like the present, cause there is no time, just the essence. And in our mind's eye is the messes, the illusion that we're separate. Like cells in a body, we are destined not to be the cancer that ends this. The earth's sacred body is infected. We caused it and now we could mend it. We are the vaccine that holds the virus but can end it. We are the teachers and the apprentice, original and descendant, prosecutor and defendant. Where is the love? Where is the reverence? It never left. It just momentarily for millennia pretended. A cosmic joke, now it's up in smoke, and we got one toke to get high. So say goodbye or give one sacred try, cause heaven awaits us in this day. Just focus what you say on giving in every way, every day, every day. Say it, I am the love. Say it, I am the one. I am the mother, father, daughter, and the son. Say it, I am the love. I am the one. I am the mother, father, daughter, and the son. I am the love. I am the one. I am the mother, father, daughter, and the son. Say it, I am the love. I am the one. I am the mother, father.
Nous venons d'écouter The Fifth Element par Kelly Mays, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani de l'April et nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « À la rencontre du livre » de Julie Chaumard. Pour sa chronique du jour consacrée au thème téléphonie, apprentissage et créativité, Julie a invité au studio Michael Benarouche, responsable de la Téléphonie Europe pour le 3e acteur mondial des centres de contact. Il va nous parler de comment il utilise les logiciels libres dans le contexte de la téléphonie et aussi de ce que le logiciel libre apporte à l'apprentissage et à la créativité. Bonjour Julie, Michael. Bonjour. Bonjour Isabella. Bonjour Michael. Bonjour Julie. Alors oui, à la rencontre du libre aujourd'hui poursuit son tour. J'essaye de faire un tour de France des usages du libre. Et donc Michael Benarouche, donc tu es mon invité aujourd'hui. On se connaît depuis peut-être une petite dizaine d'années. Oui, à peu près ça maintenant. Voilà. Ouais. Donc, je connais bien ton sujet, donc qui est les systèmes informatiques et la téléphonie. Qui a pu être le tien aussi. Voilà, qui a pu être le mien dans une ancienne vie. Et donc, on s'est contacté parce que tu utilises le logiciel libre dans ta vie de geek, on va dire. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, je voulais que tu viennes nous raconter qu'est-ce que le libre t'apporte, comment tu as pu l'utiliser. Donc, je voulais savoir, de ce que j'ai compris, tu es quand même un défenseur des libertés informatiques. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'attirait dans le libre, dans le logiciel libre, dans les libertés informatiques. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Alors au départ, le libre, c'est pas dans la téléphonie pour moi, c'est à une époque où les systèmes vendus par un certain leader mondial de systèmes d'exploitation ne fonctionnaient pas du tout et étaient vendus très cher, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc je me suis intéressé naturellement à certaines alternatives à l'époque, Linux en particulier, comme système d'exploitation pour le PC utilisateur, mais également la partie serveur. Et puis, donc j'ai découvert que tout ce qui était payant et qui m'aurait permis à l'époque d'acquérir, sachant que je suis autodidacte, acquérir des compétences était possible via le monde des logiciels libres. Donc j'ai fait mes armes là-dessus, tout en exerçant le travail de professionnel de l'informatique comme responsable support au début, avec une main dans les serveurs, les deux autres mains dans le PC. Il y a longtemps alors ? Oui, il y a très longtemps. Et dans les années 2000-2003, donc... faut savoir que moi je travaille sur la téléphonie sur des autocommutateurs, enfin des standards téléphoniques, on va dire. Très gros systèmes. Oui, des très gros systèmes dans le sens où dans les centres d'appel, qui est ma branche d'activité, on a des énormes systèmes qui sont indissociables de l'activité, dans le sens où c'est par ces systèmes que l'on capte les appels téléphoniques des consommateurs et qu'on les oriente vers les agents les plus compétents dans un minimum de temps, avec ces systèmes qui disposent, en plus de leur fonction de téléphonie de base, d'algorithmes de distribution des appels dits intelligents. Donc ça, c'est le cœur de ton métier aujourd'hui. Voilà. Oui. Dans les années 2003-2004, on a bougé d'un monde qui était digital, le RNIS en France, vers la voix sur IP, la téléphonie sur IP, donc qui est le protocole que vous retrouvez aujourd'hui sur Skype, Teams,
Zoom et consorts. Donc c'est une grosse révolution de la Oui. technique de passer des appels. Oui. Les appels téléphoniques avant étaient plus en mode télécom et maintenant c'est plus en mode informatique, si je peux résumer. C'est ça, ainsi. on utilise les réseaux informatiques, le réseau TCP/IP Internet, pour simplifier à l'extrême. Et moi, j'avais pas forcément les compétences ou les connaissances à l'époque. Et puis, quand on travaille, comme on travaille sur des systèmes en production assez importants qui coûtent très très cher, c'était un peu difficile pour moi de faire mes armes et de changer de technologie. En évitant d'exploser le système en plein milieu de journée, en pleine production. Donc c'était soit travailler la nuit, soit trouver des alternatives. Et les alternatives, je les ai trouvées naturellement en cherchant, comme je l'avais fait pour les alternatives aux serveurs de mail, aux serveurs de web, en cherchant sur le net, et je suis tombé sur ce projet qui existait depuis 5-6 ans à l'époque, qui s'appelait Asterisk, et en fait là j'ai voué une véritable passion à cet outil qui fait que j'ai appris toute la voie sur IP, le protocole SIP et tout ce qui concerne la téléphonie moderne aujourd'hui au travers de ce système que j'ai d'ailleurs interfacé assez tôt avec les systèmes qu'on avait à disposition au travail. Et ça m'a permis déjà d'apprendre, de tester tout un tas de choses que je ne pouvais pas tester en production, et puis plus tard de les utiliser sur des services spécifiques que l'on n'arrivait pas à mettre en place avec les solutions qui nous étaient proposées par les fournisseurs que l'on avait au centre d'appel, au niveau du centre d'appel. Alors donc tu as utilisé je sais pas si c'est un système libre ou un logiciel libre. Oui. Un logiciel libre. Un serveur, un logiciel serveur libre. Qui s'installe sur le serveur. Donc tu as utilisé ce qui s'appelle Asterisk. Oui. Voilà. Qui est donc un système pour faire ce que tu as dit tout à l'heure, pour pouvoir passer des appels et faire de la distribution d'appels, enfin faire de la programmation sur les appels. Entre autres, au début, Asterisk, c'est ce qu'on appelle un autocommutateur ou un PABX. On va appeler ça un standard. En France, on utilise on utilise un standard téléphonique. C'est ce qui fait qu'en entreprise, vous ayez des numéros courts et puis quelques lignes qui vous permettent de sortir vers l'extérieur. Donc le standard téléphonique, c'est une interface entre l'intérieur de l'entreprise et le réseau public de téléphonie. Et donc Asterisk au début, c'est un serveur de téléphonie sur IP. Dans le sens téléphonie, on parle de fonctions. La voix sur IP, c'est Zoom, c'est Skype, c'est Teams. La téléphonie, on parle de fonctions qui vont être la distribution d'appels intelligente, pourquoi pas, mais c'est pas là où moi je l'utilise le plus. Par exemple, des fonctionnalités de serveurs vocaux interactifs, appuyer sur 1 pour parler à un agent français, appuyer sur 2 pour parler en français. Tout ça, on peut le faire donc avec Asterisk. On peut le faire. En mode logiciel libre. Voilà. Ouais. On peut faire des serveurs de conférences téléphoniques. Oui. On peut faire des serveurs de boîtes vocales. Donc, et puis on a un aspect programmation puisqu'il y a une couche d'API sur Asterisk. Enfin, pour être plus précis, il y en a 3 et qui permet en fait de créer à peu près n'importe quoi via n'importe quel langage de programmation en utilisant en fait le noyau d'Asterisk pour effectivement créer des logiciels qui correspondent à nos besoins. Et donc, grâce à ce logiciel libre que tu t'es installé sur un serveur, tu as pu apprendre, comme tu dis, tous les rouages donc de la téléphonie. Tu as pu bidouiller. C'est ça qui t'a intéressé. C'est vraiment la bidouille. Ouais. Voilà, pour pouvoir apprendre par la pratique. Ouais. C'est ça qui t'a intéressé aussi. Tu parlais de geek au début.
c'est pas un faible mot pour me décrire. Peut-être que je suis le seul zozo au monde qui passe son temps le week-end à créer des standards téléphoniques et à tester des intégrations. En tout cas, moi, ça me plaît. Et, c'est ce qui m'anime aujourd'hui parce que je suis pas un peintre ou un sculpteur. Ma créativité, en tout cas, je l'exprime comme ça. Et oui, à l'époque, j'avais un peu de collectionneur aussi de vieux PC, donc j'ai installé Linux sur un PC, puis j'ai installé le software comme la procédure était donnée, et puis voilà. Au jour le jour, j'ai découvert les nouvelles fonctionnalités, les couches. J'en avais même fait un site internet où j'avais mis quelques lignes gratuites et puis je communiquais sur mon site internet pour que les gens puissent venir tester les fonctionnalités. Non, dommage. On est en 2003 à cette époque. Ah oui, d'accord. Et puis, voilà, avec l'avènement de ChatGPT, plus récemment, je me suis interrogé sur, déjà moi, qui ne connaissais pas encore lorsque ChatGPT 3.5 est sorti, c'était peut-être il y a 2 ans maintenant, je ne savais pas de quoi on parlait, je ne comprenais pas quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était un monde inconnu pour moi, et je me suis dit, mais alors, il existe des domaines dans l'informatique sur lesquels je n'ai aucune connaissance, donc j'ai été m'intéresser à ça, et très vite j'ai décidé de mettre en ligne un numéro d'appel qui permettait de communiquer avec une voix de synthèse et la reconnaissance vocale avec ChatGPT 3.5. Donc c'était une petite intégration archaïque, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que j'ai utilisé, moi je suis pas codeur au début, je suis peut-être bon bidouilleur, mais tu as quand même appris beaucoup de choses. Voilà. Et donc à partir de ChatGPT, j'ai pu créer un voicebot avec Asterisk en discutant pendant des jours et des jours avec ChatGPT pour qu'il me donne le code final à intégrer dans Asterisk pour interfacer l'API de ChatGPT avec Asterisk. Donc en fait, grâce à Asterisk que tu as pu installer, tester, apprendre, tu as pu aussi répondre à des spécificités que certains logiciels n'offraient pas. Tu as pu du coup créer tes propres spécificités, les développer toi-même grâce à un logiciel libre. Donc tu as réussi, voilà, et donc tu peux, grâce à ce logiciel, apprendre, créer des choses, des spécificités que peut-être d'autres logiciels du marché ne pouvaient pas, en tout cas, fournir à ce moment précis. Pas aussi rapidement, voilà. En tout cas. Et ensuite, grâce à ça, on peut apprendre aussi au reste de son équipe. Oui. Voilà. C'est donc un moyen d'apprentissage interne par la pratique. Je pense que c'est ça aussi qui te plaît. Alors, c'est effectivement exactement ça. Je l'utilise, je l'utilise à but de formation. En système, en mode on se débrouille quand les solutions à notre disposition, les solutions commerciales sont trop onéreuses, eh bien on prend des billets et on utilise ce qui est à notre disposition. Bon, merci Michael, ça parle très très vite, on a envie de parler de plein de sujets. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau parler avec nous de la téléphonie. On refera sûrement un autre sujet là-dessus. Avec grand plaisir, oui. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces aujourd'hui, commençons pour une annonce des plus importantes. La campagne de mobilisation pour la 24e édition de Libre en Fête est lancée. Pour accompagner l'arrivée du printemps, toutes les organisations ayant à cœur la promotion du logiciel libre et de la culture libre sont invitées à proposer des événements de découverte à destination du grand public partout en France autour du 20 mars dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2025 du Libre en Fête aura lieu du samedi 8 mars au dimanche 6 avril. Il est possible de proposer des événements ad hoc
ou bien déjà prévues pour la période. Nous comptons sur vous pour faire de cette 24e édition une belle réussite. L'Assemblée générale de l'April approche. Elle aura lieu le samedi 15 mars à l'Université de Jussieu à Paris. Si l'Assemblée générale est réservée aux membres, ce n'est pas le cas des 2 événements qui l'accompagnent. Samedi 15 mars au matin, un temps de conférence éclair est prévu. Vous pouvez en proposer jusqu'à 2 au 2 mars ou simplement venir y assister le matin de l'AG. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Libre en Fête. Le dimanche 16 mars aura lieu un April Camp, l'occasion de se réunir entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer différents projets de promotion ou de défense du logiciel libre ou pour plus simplement discuter, faire connaissance. Elle aura lieu à Paris et en distanciel. Alpos, l'événement isérois de l'écosystème logiciel libre, revient pour une 2e édition, jeudi 20 février 2025 à Échirol, avec notamment Jean-Christophe Becquet qui présentera ses pépites libres préférées. L'événement sera retransmis également en direct sous l'instance Peertube de la ville d'Échirol. Vous trouverez le lien sur la page consacrée à l'émission du jour. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Simona Lévy, Alexis Kaufmann, Julie Chomard et Michael Benarouche. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Magali Garnero. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Linguen, bénévole à l'April, et Olivier Grico, le directeur d'Intel de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous trouverez sur notre site web libreavou.org/236 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 février 2025 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le réseau français des Fab Labs. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 février et d'ici là, portez-vous bien. Magali a baissé le volume du générique, l'émission est terminée, mais il y a sans doute des personnes qui écoutent jusqu'à la fin du générique. Eh bien, sachez que Kelly Mays, dont on a diffusé le titre The Fifth Element ce jour, est l'une des artistes les plus diffusées dans Libre à vous. Sinon, la plus diffusée. J'ai compté 23 diffusions avec celle d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est très appréciée par toute l'équipe. Bonne fin de générique.